avec l'Union soviétique. Donc le général de Gaulle, considérant qu'on devait être autonome, être indépendant, même si nous étions un allié fidèle aux États-Unis, avait dit voilà, nous ressortons du système militaire intégré. Et le président Sarkozy a choisi de revenir, j'aime pas l'expression parce que ça n'a pas de sens, c'est un peu inexact, mais employons-la, de faire le retour, de faire en sorte que la France reprenne toute sa place dans l'Alliance. Et donc maintenant, nous sommes dans le système militaire intégré de l'Alliance, nous sommes dans quasiment toutes les instances militaires de l'Alliance, sauf dans les instances nucléaires, parce que nous avons une spécificité. Donc aujourd'hui, nous, la France et la Grande-Bretagne, qui sont les deux seuls pays de l'Union européenne qui ont un outil militaire polyvalent, et qui représentent plus de 50% des capacités militaires de l'Union, aujourd'hui sont là, sont dans l'Alliance, et une monnaie solide, crédible, si vous n'avez pas un effort en termes de convergence des politiques économiques et plus largement des systèmes économiques et des modèles de croissance. Ça, c'est une réalité, ça prendra du temps, mais j'étais frappé de voir combien, finalement, sous la pression de la crise, en l'espace d'un an et demi, on a fait des progrès absolument considérables qu'on n'avait pas fait avant, et on a dépassé des débats philosophiques et théologiques sur la gouvernance. Je me souviens des débats franco-allemands. Les Allemands ne voulaient pas entendre parler du gouvernement économique européen. Aujourd'hui, vous avez vu, il y a des propositions franco-allemandes qui ont été mises sur la table, un pacte de convergence. Il y a eu un sommet de la zone euro le 11 mars. Il y aura un grand sommet européen les 25, les 24 et 25 mars. Donc, on est sur cette voie. Et l'idée, c'est de mettre en place, justement, une convergence des politiques économiques, des efforts à faire au niveau national, et puis des mécanismes de solidarité pour faire en sorte qu'on affiche vis-à-vis des marchés la solidarité et que les pays qui sont attaqués savent qu'ils peuvent compter sur nous. Et encore une fois, faisons attention à dépasser les débats un peu simplistes du type les Grecs ne travaillent pas ou nous payons pour les autres. C'est très compliqué. C'est un vrai débat, je suis prêt à en discuter avec vous. Il y a des efforts à faire, il y a des efforts d'harmonisation fiscale à faire, ça prendra du temps, et c'est fondamentalement politique. C'est un processus fondamentalement politique, et j'y crois beaucoup. Il y a eu énormément d'avancées dans ce domaine, je le redis. Et donc pour nous, c'est absolument prioritaire. Alors comment est-ce que la République tchèque, de mon point de vue, se situe dans cette problématique? Je dirais d'abord, vous le savez, que la République tchèque n'est pas dans l'euro. La République tchèque n'est pas dans l'euro et le gouvernement a annoncé qu'il ne prendra pas de décision, il ne fixera aucune date, aucun chemin, aucune voie. Pour l'instant, il laissera ça au gouvernement suivant. Et puis par ailleurs, quand vous regardez les sondages, je crois que vous avez 15 ou 17% de Tchèques qui sont favorables à l'adhésion à l'euro aujourd'hui. Donc c'est très faible. Moi, je peux comprendre tout à fait ce type de réflexe. L'économie ne va pas si mal que ça. Et finalement, l'économie tchèque est arrimée à la conjoncture allemande parce que l'Allemagne représente à peu près un tiers du commerce extérieur. Donc en quelque sorte, la solution consiste un peu à se laisser porter par la conjoncture économique allemande et puis à faire des réformes structurelles pour être encore plus compétitif, à diminuer les déficits publics. C'est ce que le gouvernement essaye de faire. Mais en même temps, et c'est ça qui est très intéressant, je ne peux pas parler pour les autorités tchèques, mais j'ai l'impression, en tous les cas c'est le discours que l'on entend, et je suis convaincu que c'est un discours sincère, ils se rendent très bien compte que leur intérêt national est d'avoir une zone euro qui fonctionne. Parce qu'on ne peut pas imaginer que le pays soit une île au milieu du chaos. Ça aurait des effets absolument désastreux pour l'économie. Et donc c'est leur intérêt. Et ils savent aussi qu'à terme, je ne sais pas si ça sera en 2019 pour le 100e anniversaire de la création de la couronne tchécoslovaque, ou plus tard, ou avant, qu'à terme, la République tchèque sera dans l'euro. Et c'est son intérêt. Elle a toute la capacité pour y être. C'est un pays, c'est une économie très ouverte sur l'extérieur, qui a intérêt à attirer les investissements étrangers plutôt qu'ils aillent en Slovaquie ou dans d'autres pays qui sont dans la zone euro. Et donc je pense qu'ils y viendront. Et donc actuellement, nous avons beaucoup de discussions très positives avec
nos, nos homologues tchèques, y compris à très haut niveau, puisque votre Premier ministre était à Paris et a rencontré le président de la République et le Premier ministre le 10 et 11 février. Donc on parle beaucoup de ça, on n'est pas forcément d'accord sur tout, hein, bien sûr, mais il y a énormément de convergences sur la manière de faire les choses, de travailler sur ce processus de coordination des politiques économiques. Et donc, c'est fondamental. Alors, je mentionnerai un autre sujet qui est important aussi, c'est le domaine de l'énergie. C'est le domaine de l'énergie, parce que nous avons, là aussi, en partant des convergences bilatérales, nous avons le même policy mix, comme on dit, c'est-à-dire que nous faisons confiance au nucléaire, qui revêt une très grande part de notre approvisionnement énergétique. Et il y a des centrales nucléaires en République tchèque, il y a 58 réacteurs chez nous. Et nous, l'industrie française, est aussi intéressée par la construction des Téméline, l'extension des Téméline avec Areva. Nous avons aussi préparé le Conseil européen pour définir la stratégie européenne à partir de 2015-2025. Et en même temps, comment ne pas parler de ce qui se passe actuellement au Japon? C'est un drame absolument épouvantable, c'est effrayant. Et actuellement, nous sommes dans le temps de la solidarité, de l'aide à nos amis japonais, et ensuite viendra le temps du retour d'expérience, des enseignements à tirer. D'ores et déjà, les ministres européens se sont réunis à Bruxelles pour procéder à lancer une vaste campagne de vérification de toutes les centrales en Europe. Il va y avoir un débat, il y a déjà un débat dans tous nos pays, c'est tout à fait naturel, c'est démocratique, il faut faire ça sans émotion, en étant aussi rationnel que possible, et tout ça conforte notre approche selon laquelle il ne faut pas, la sécurité, la sûreté a un coût, il ne faut pas, qui est fondamental, on ne peut pas imaginer dans le monde d'avoir un nucléaire de première classe, un nucléaire de seconde classe, comme quand vous achetez une voiture, vous dites voilà, je prends la voiture avec toutes les options, je prends la voiture sans les glaces électriques. C'est pas ça, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de construire des centrales qui ne soient pas en état. Donc c'est un enjeu très très important, gravissime, et j'en dirai pas plus, on peut en discuter ensuite si vous le souhaitez. Alors il y a beaucoup d'autres sujets que je pourrais évoquer, mais je ne veux pas être trop long pour laisser de la place au débat. Mais je mentionnerai juste pour mémoire, il y a toutes les questions industrielles, parce que la République tchèque est très industrielle, il y a beaucoup d'investissements dans le domaine de l'automobile, français ici, les questions d'espace aussi, la République tchèque fait partie de l'Agence spatiale européenne depuis peu de temps, elle va accueillir le centre de Galileo, vous savez, pour le système de GPS européen. Et la France a fortement soutenu cette demande. Et donc, voilà quelques exemples. Alors, le deuxième fondamental que je souhaitais évoquer, c'est les relations extérieures de l'Union européenne. Parce que, quand on regarde tous les sondages, partout, sur longue période, les gens ils veulent plus d'économie, de croissance, de social, même si l'Europe ne peut pas forcément beaucoup délivrer en ce domaine. Et puis, deuxièmement, ils veulent que l'Europe puisse les protéger, puisse assurer un environnement extérieur qui soit stable et pacifique. Et donc là aussi, il y a beaucoup de progrès qui a été fait dans ce domaine-là. Je parlais tout à l'heure des débats théologiques pendant très longtemps. On a opposé l'Union européenne et l'OTAN. Vous savez, on disait ceux qui sont pour une défense européenne sont contre l'OTAN, c'est pour affaiblir l'OTAN. On accusait souvent la France d'être ainsi, ce qui n'était absolument pas le cas, mais aujourd'hui, en tous les cas, on n'a plus ces débats-là. Nous nous rendons compte que l'Union européenne et l'OTAN sont parfaitement complémentaires. Je rappelle que l'Union européenne, quand on parle de défense européenne, c'est uniquement de la gestion de crise. Par exemple, au Moyen-Orient ou en Afrique, ce n'est pas de la défense territoriale. L'Union européenne n'est pas une alliance militaire comme l'est l'OTAN. En d'autres termes, juridiquement, si un pays de l'Union européenne est attaqué, c'est l'OTAN qui est d'abord compétent. Aujourd'hui, dans le traité de Lisbonne, il y a des dispositions, on appelle une clause de solidarité qui permettent
aux États membres de céder s'ils le souhaitent, mais ce n'est pas la même chose. Vous avez bien compris, dans les traités, vous avez la perspective d'une défense commune, mais à très long terme. Et puis il faudra décider à l'unanimité. Donc nous en sommes loin. Mais la réalité est que vous avez deux ensembles, et que de toute façon, ces deux ensembles se reposent sur des forces nationales. Contrairement, j'insiste un peu là-dessus parce que les gens qui ne sont pas au courant ne le savent pas, et c'est fondamental pour bien comprendre les choses, il n'y a pas d'armée de l'OTAN, il n'y a pas d'armée de l'Union européenne. L'OTAN, et il n'y a pas de moyens propres, à part, par exemple, des AWACS, vous savez, ces avions radars. Mais autrement, il n'y a pas de flotte aérienne de l'OTAN. Il y a des moyens qui sont des moyens nationaux. Donc quand nous décidons de faire une opération militaire OTAN ou Union européenne, on dit, voilà, est-ce que je peux avoir un régiment tchèque, un régiment français? Donc il faut avoir ces capacités. Donc aujourd'hui, on essaye d'avancer, c'est très difficile parce qu'il y a des contraintes budgétaires très lourdes, mais la France attache beaucoup d'importance à ça, et nous avons fait avec nos amis polonais et allemands, dans ce qu'on appelle le format de Weimar, des réunions qui se déroulent traditionnellement à trois, des propositions pour que nous avancions sous présidence polonaise de l'Union européenne. Parce que vous savez qu'actuellement, nous sommes sous présidence hongroise, et la Pologne présidera l'Union européenne à partir du 1er juillet. Donc ça, c'est quand même encore extrêmement important pour nous. Et c'est pas uniquement ça, c'est aussi lutter contre la prolifération des armes de destruction massive, faire obstacle aux ambitions nucléaires de l'Iran, par exemple, lutter contre le terrorisme. Deuxièmement, il y a la question de l'élargissement. J'en ai un peu parlé tout à l'heure. Je crois que nous avons des engagements qu'il faut tenir vis-à-vis des Balkans, qui sont anciens. Les Balkans ont vocation à rejoindre l'Union européenne, même si c'est difficile. Beaucoup de questions ne sont pas réglées. Le Kosovo n'est pas reconnu par beaucoup d'États membres dans l'Union. Deuxièmement, la question turque est une question très particulière. Je sais que là, il y a une divergence entre nos autorités, pas forcément dans la population, mais en tous les cas, nos autorités, parce que le président de la République française est très contre. Et ici, pour un certain nombre de raisons que je peux comprendre, les autorités tchèques sont pour. Mais la réalité est que, quel que soit le point de vue que l'on peut avoir sur la candidature de la Turquie, ce n'est pas une candidature comme les autres. Et encore une fois, je ne fais pas référence à la question de la religion. Je fais référence à la taille, au niveau de développement. Et moi, j'ai changé d'avis plusieurs fois. Ne me demandez pas quel est mon avis aujourd'hui. J'ai des pour, j'ai des contre. La réalité est que c'est un gros morceau. Et donc, ce qui est important, aujourd'hui, ce qui me paraît absolument fondamental, c'est que nos concitoyens n'aient pas le sentiment que nous sommes sur un toboggan et que c'est un processus en pilotage automatique. Parce que ça, je crois que ça tue l'Europe. Vous voyez, les gens disent on décide à Bruxelles sans nous. Et donc, nous considérons qu'il faut des décisions politiques. Montrer à chaque fois que... Et par exemple, actuellement, nous sommes opposés à l'entrée dans Schengen de la Bulgarie et de la Roumanie, parce que nous considérons qu'ils n'ont pas un système qui est fiable, et que les frontières extérieures, quand on est dans Schengen, ça veut dire que si vous pouvez rentrer en Roumanie sans trop de difficultés, ensuite vous pourrez entrer en France ou ailleurs. Donc c'est un vrai sujet. Ces deux pays sont très proches de nous, mais il est important de montrer que le processus est parfaitement maîtrisé, et c'est un point qui est absolument fondamental. Il y a la question très importante du voisinage, vous savez, ce qu'on appelle le partenariat oriental, qui a été relancé sous présidence tchèque de l'Union européenne. Donc c'est très important aussi d'avoir des relations avec l'Ukraine, le Bélarus, la Moldavie, tous ces pays, pour essayer d'avoir une zone de démocratie et de stabilité à l'Est, et puis des relations au Sud aussi de la Méditerranée, avec ce qu'on appelle l'Union pour la Méditerranée. L'Union européenne a toute une série d'accords de partenariat avec ces pays. Et on voit aujourd'hui combien ce qui se passe en Égypte, en Libye, en Tunisie est important. Et donc on travaille beaucoup pour voir comment adapter notre dispositif et les aider. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur l'interdépendance. Je crois que ce serait une erreur stratégique majeure si nous étions dans une Europe dans laquelle les pays de l'Est, les États membres dits de l'Est, s'occupent de l'Est
et les États membres disent